Au sommaire dont refait la F1, retour sur le coup de gueule de Pierre Gasly envers son écurie alpine. Quelles sont les raisons de sa colère? Gros plan également sur Daniel Ricciardo. Malgré sa fracture de la main, l'Australien est d'ores et déjà titularisé pour 2024. Est-il devenu le chouchou de Red Bull? Sergio Pérez est-il en sursis? Autre pilote dans la tourmente, Lance Stroll qui aligne les contre-performances. A-t-il encore un avenir en F1? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 10e numéro déjà dont refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Vous le savez, on refait la F1, c'est chaque jeudi avant un Grand Prix. En absence de notre arbitre et team principal Eric Bouillet cette semaine, son acolyte à mes côtés, notre fou furieux de l'écurie Ferrari, Alain Di-Ducas. Dis donc Camillo, s'il te plaît. Donc Camille, oui, c'est vrai qu'il défend l'église alpine. Voilà. C'est une religion alpine. Sache que notre ami Pepone ne sera pas là parce Monsieur Fabrice Marcellin est absent. Voilà, parce qu'il se désolidarise tout à fait du line-up de cette émission où, en l'absence d'Éric, nous avons quelqu'un qui est omnipotent. Oui. Et ça, c'est juste pas acceptable. Mais oui, alors c'est vrai que c'est moi qui vais attribuer les bons, les mauvais points. Vous le savez, j'ai un petit clavier devant moi et je peux attribuer, par exemple, un petit drapeau jaune. À propos de jaune, à mes côtés, notre polémiste de la F1, je ne sais pas pourquoi je dis ça, fan de Lewis Hamilton et son écurie Mercedes, monsieur Laurent Pantanach. À l'exception du fait que Lewis adore le jaune, le lien est faible. Mais d'accord, ok. Bonjour tout le monde. Ouais, ça va bien. Et de retour, enfin... Ça pourrait aller mieux. Ouais, c'est clair. Pour défendre les Bleus, qui elle aussi en a bien besoin, l'écurie alpine, monsieur Guillaume Pommier. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous et très heureux d'être de retour parmi vous. Voilà, et puis vous savez, quant à moi, je demeure un fan inconditionnel de l'écurie Aston Martin et de son pilote émérite, à savoir monsieur Fernando Alonso, bien sûr. Tu as dit quoi? Tu as dit l'équipe Alpine? Non, Aston Martin. Il n'y en a qu'un seul le pilote chez Aston Martin. Donc. Je sais bien, voilà. On va en parler tout à l'heure. On fait un petit radio check, messieurs, vous êtes prêts? Radio check. Vous m'entendez bien? Claire. Parfait. Un mot en préambule au sujet de notre sponsor NordVPN. Rien que pour vous, NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire. Si vous souscrivez tout simplement un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission ou encore sur ce magnifique, beautiful QR code. On enchaîne tout de suite avec la dernière polémique, encore une, au sujet d'Alpine, le coup de sang de Pierre Gasly. Orage au désespoir, jeunesse ennemie. Ce que l'on va garder de ce Grand Prix du Japon, ce n'est pas tellement la victoire de Verstappen ou les podiums de Norris ou de Piastri, c'est la colère de Gasly dans la tour de décélération après le passage sur la ligne d'arrivée. Alors, petit rappel des faits. On n'a pas bien sûr diffusé les images, mais on va les résumer. L'ingénieur de Gasly a demandé à son pilote de laisser passer son coéquipier Ocon pour lui laisser la 9e place, ce qu'il a fait dans la dernière chicane. Gasly s'est montré surpris, ce qui a déclenché la colère du Normand, gesticulant durant son tour de décélération après avoir franchi la ligne d'arrivée. Alors regardez un petit extrait des échanges, voilà ce qui s'est dit. Attendez, comment ça? Interrogez le pilote. Vous vous moquez de moi, j'étais plus rapide, j'avais de meilleurs pneus. S'il ne m'avait pas laissé passer, je l'aurais doublé de toute façon. Dans tous les cas, et il a muré de répondre, on discutera de ça au bureau, s'il te plaît, laisse la position. Mais vous êtes sérieux? Répond Gasly, j'ai débuté devant, j'étais devant dans la course, il m'a fait l'undercut et après, non, je ne rigole pas, c'est une consigne du muret. Voilà, GP2 Engine. En échange des positions au virage 16. Alors, on va se tourner vers le représentant, l'ambassadeur d'Alpine de cette émission. Guillaume, est-ce que tu trouves cette décision juste? Oui, je vais revenir sur ça, mais déjà, on a fait l'ouverture de l'émission sur ce sujet, ça montre bien que Alpine... On va refaire le lancement d'Olivier. Olivier. Ok, on va reprendre directement sur toi, Guillaume. Ok. Quand je veux Ok. Donc déjà, je suis très heureux en fait que ça fasse l'ouverture de l'émission, puisque Alpine est encore au cœur de nos débats, et elle retrouve en fait sa meilleure place quand elle est comme ça. Moi, je vais séparer la forme et le fond. Sur la forme... En tout cas, ça va la tête. Oui, 9e, on est au cœur du débat. Au cœur du débat. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que Alpine termine 9 et 10, et on ouvre l'émission avec ça.
Et du coup, ça montre l'importance qu'a Alpine pour ce beau pays qu'est la France et pour notre émission en particulier. Sur la forme maintenant, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance à ce petit conflit qui survient après un Grand Prix. Il y a beaucoup de tensions. Ça, c'est sur la forme. Il ne faut pas en surfaire. Sur le fond, je suis d'accord avec Gasly. J'ai été très surpris de voir en fait l'inversion des positions. Alors pour comprendre ma position, en fait, il faut revenir déjà aux qualifications. Gasly il est devant, il fait 12 et Ocon il fait 14. Ensuite, il n'y a pas de débat, on est d'accord. Disons qu'il est devant. Sur la course, Ocon, vous vous rappelez, il est impliqué dans le petit incident au départ et doit changer les pneus plus rapidement. Donc il s'arrête très rapidement pour changer les pneus parce qu'il y a des dégâts sur la voiture. C'est ce qu'il expliquait, il m'a fait l'undercut. Exactement. Du coup, la stratégie était décalée. Gasly s'est arrêté après, il avait 10 à 12 tours de moins sur les pneus étaient plus frais et il aurait, quoi qu'il arrive, doublé Ocon. Donc sans la consigne de Alpine, Gasly allait doubler Ocon et terminer 9e, et parce que je pense qu'il y avait trop d'écart pour aller chercher Alonso. Donc je comprends pas, en fait, c'est une décision pour moi qui est artificielle et qui en défaveur de Gasly. Donc je comprends totalement son énervement. Ceci étant dit, il faut modérer un peu les propos, ça s'est calmé et maintenant on repart pour les prochaines aventures. Ouais, il faut rappeler. Good job. Ouais, alors, Laurent, je dois aider de Liné. Non, je ne ligne pas. En fait, pour moi, il y a deux choses. L'idée, c'est d'attaquer, c'est de permettre à Gasly d'aller attaquer Alonso, qui est devant, et il n'arrive pas à le doubler. Donc, il se passe deux choses qu'il ne faut pas oublier, et moi, je suis entièrement d'accord avec Gasly aussi, à une petite exception, c'est que l'ingénieur de Ocon a dit « Ok, je laisse passer, mais s'il ne le double pas, est-ce qu'on me rend la position ?» Et ce con d'ingénieur, il a fait quoi? Il a dit « Oui ». C'est la faute de l'ingénieur. Après, je peux comprendre qu'on veuille maintenir, on dit ben oui. C'est l'intelligence d'Ocon, parce qu'il n'a pas demandé ça, il est moins rapide. Ben oui, mais c'est un coup de génie de la part d'Ocon. Je pense que j'aurais été à la place de Gasly, j'aurais été mes furibars autant que lui. Néanmoins, il faut que juste Alpine grandisse un peu, quoi, et que les décisions qui sont données au micro soient bonnes et soient éclairées, quoi. Et la décision de l'ingénieur, elle n'est pas éclairée, quoi. Il a dit oui c'est bon, donner la position, oui bien sûr qu'on te le rendra, c'est logique. Okay. Non, il fallait pas dire ça, de toute façon il aurait été doublé truc. Moi j'aurais été à la limite Gasly, j'aurais dit non mais je veux pas le doubler comme ça, je vais le fumer quand même quoi qu'il en soit, et voilà quoi. On a vu le patron de l'écurie, le team principal, Bruno Famin, ça semble vraiment une décision de la direction d'Alpine. On sentait l'ingénieur de Gasly un peu gêné d'ailleurs. Il y a de quoi être gêné, déjà que Gasly, il est dans une voiture qui ressemble à une taille de gant qui est 2 fois supérieure. Ça lui pose des problèmes. Donc, il a déjà... La voiture était taillée pour Ocon, qui est beaucoup plus grand que lui. Bien sûr. Et puis là, oui, c'est le genre de truc qui arrive quand on n'a pas une direction d'écurie qui est ferme, qui est clairvoyante. Et qui elle a été ferme, mais elle n'a pas forcément été clairvoyante. Qui est ferme et clairvoyante. Ok. Voilà. Alors, je pense que c'est plus une erreur qu'une faute. Je pense qu'Alpine s'est trompé. Je ne suis pas souvent d'accord avec toi, mais je suis d'accord sur ce coup-là. C'est une erreur, c'est involontaire, ils sont trompés. Je pense qu'ils le savent. On a vu très rapidement tout à l'heure l'image. Alors, c'était une explosion. Il n'y en a pas le son parce qu'il n'a pas ouvert son micro de la radio, et tant mieux. Mais voilà, des gestes. Alors, juste parce qu'il perd un point, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, 8 ou 9 points, 9 ou 10 points. Bon, bref. Est-ce que ça ne cache pas, cette colère, un malaise beaucoup plus profond? On sent l'écurie, Guillaume, au bord de la crise de nerfs. Bon, après, je pense que les points, c'est pas important. C'est plus une question de principe pour Ocon, pour Gasly, et de rivalité ou de position dans l'équipe par rapport à Ocon. Je pense que c'est pour l'équipe, ça changerait, on est d'accord. Non, mais je pense que c'est. Non, mais les points, c'est juste un choix. En termes juste de symbole. Pour moi, c'est il n'y a pas de sérénité auprès de ces pilotes. La question en creux, Guillaume, est-ce que Alpine favorise Ocon au détriment de Gasly? On le voit sur la voiture, tu le disais tout à l'heure, Alain. Non, je pense pas. Enfin, après, on n'est pas dans les petits papiers. Peut-être que c'est plus difficile de construire une voiture pour le plus petit à laquelle le plus grand va s'adapter que l'inverse. C'est peut-être juste pour ça, en fait, que peut-être que la voiture était conçue. Peut-être que la voiture était conçue avant. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Donc il faut quand même à la décharge d'Ocon de dire qu'il était là avant. Voilà. Oui, mais l'année prochaine, apparemment. Parce que l'an dernier, à côté de lui, c'était un nain.
Tu parles de mon ami Alonso. Bah ouais. Je te remercie. Mais l'année dernière, c'est vrai que Gasly a signé à la dernière minute. Mais l'année prochaine, il semblerait qu'on reste sur cet acquis-là, qu'Ocon, qu'on lui offre un baquet. Mais est-ce que c'est vraiment le plus gros sujet de développement d'Alpine, quoi, la taille du baquet? Ça semble être. C'est pas certain, quoi. Vu les déclarations J'espère pas. Hein. de Gasly, ça semble être un point important en matière. Ça fait partie d'un état Ouais. d'esprit. Enfin, je pense que Gasly préférait avoir une voiture, un meilleur châssis et un meilleur moteur bien et sûr. garder ce baquet-là et se battre pour les podiums. Ah, c'est Laurent, tu quoi. te souviens des déclarations de ton chouchou Hamilton qui se plaignait de sa position de conduite de quelques centimètres avancée et qui a réclamé, Oui. et ça va beaucoup mieux. Oui, alors il faut rappeler ce que disait Hamilton, c'est qu'il disait que la position dans la voiture, la position par rapport au centre de gravité, au centre de rotation de la voiture, ils étaient du style 15 cm en arrière ou en avant, je sais plus, et c'était vraiment perturbant. Donc il a réussi à obtenir et il se sent beaucoup plus à l'aise. Après, ça se joue à pas grand-chose. Encore une fois, il faut rappeler que cette année, on a quand même un championnat qui est assez exceptionnel. On a eu 11 pilotes différents sur le podium. On a eu À part celui qui gagne tout le temps, mais oui. oui, mais on a eu 11 pilotes différents. On a, tu vois, on a une diversité, ça bouge. Enfin, tu vois, non, moi je trouve ça normal que les gars essayent de trouver la situation dans laquelle ils se sentent le plus à l'aise, mais pas. Alors, pour clore le chapitre Alpine, il y a eu encore un petit étage de la fusée qui a été lancé cette semaine. Luca Di Meo, le grand patron de Renault, s'est rendu à l'usine d'Alpine à Estone, dans la F1 Valley en Angleterre, la semaine dernière. Une manière Guillaume, de démentir les rumeurs de vente de l'écurie? Ouais, je pense que la vente, elle n'est pas en cours et c'est pas un sujet. C'est juste une ouverture de capital pour chercher des investisseurs extérieurs, ce qui a été fait au mois de juin. Après, j'ai l'impression avec Alpine de revivre tous les mois. En fait, la saison, c'est tous les mois le même sujet. Il y a un coup de gueule en fait du management. Qui avait sorti ça, mais c'est un peu ça a commencé par Laurent Rossi. Maintenant, c'est Luca De Meo. C'est un peu usant. Je pense qu'il faut peut-être un peu moins parler et puis plus travailler et développer la voiture parce que c'est vrai qu'on n'est pas là où on veut être. Il y a un sujet de construction de la voiture en début de saison. On a rétrogradé de la 4e à la 5e place. Et il y a un sujet de développement où maintenant on a rétrogradé de la 5e à la 6e. Donc au lieu de parler, on se reconcentre tous sur le travail et on développe la meilleure voiture possible pour 2024 pour se battre pour les podiums et encore mieux en 2025 et rester dans notre ligne de mire des 100 Grands Prix pour être champion du monde. Alors, si je peux me permettre, mais ça arrivera jamais. GP2, ça veut dire que je trouve la réponse un peu petit bras. Tu peux rappeler un peu l'intervention qui était plutôt musclée, Laurent, de Di Meo, le patron de Renault? Di Meo, il a débarqué à Enstone, il a dit la guerre de 100 ans est terminée. C'était une guerre qui s'est terminée il y a 6 siècles. Et il a dit je ne veux plus entendre le rejet de l'un vers l'autre ou de l'autre vers l'un, mais sachant que c'est souvent les moteurs qui sont qui étaient montrés du doigt. Eric l'a dit à plusieurs reprises. Les fanas de Formule 1 ont certainement vu l'étude poussée, la vidéo poussée de Piello sur le sujet, qui montre bien. Il va plus en profondeur, sur un format un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. On sent que c'est quand même très très compliqué, quoi. Et surtout qu'il y a eu de très très mauvais choix par le passé, y compris celui de Schaffnauer. Il a vraiment réclamé. Les 100 Grands Prix, c'est bien entamé. Ouais, alors, elle plane, il a du plomb dans l'aile. Donc il réclame Di Meo, la meilleure unité de l'équipe. Ça change vite. Regardez. Lui qui a constaté messieurs, et il se plaint que les Français se mettent toujours d'un côté, les Anglais de l'autre, dans les paddocks. Ils sont jamais ensemble à table, ils partagent jamais les chambres d'hôtel. On en avait souvent discuté, les amis, ici en off, à la machine à café avec Eric, qui disait qu'il y avait véritablement une guerre franco-anglaise. C'est historique dans la Formule 1. Et c'est un problème au sein de Lotus. Si la baseline dont on refait la F1, c'est in French only, c'est pas un hasard non plus. Parce que... Moi, je trouve qu'il a très bien fait, en fait, parce que c'est la seule personne qui pouvait se permettre ça. Il n'est ni anglais ni français, on commence par ça, et c'est le big boss. Bon. Et il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas depuis des années, et qu'Eric nous a expliqué maintes fois. Donc, normal. Oui, il faut se souvenir du mépris historique des ingénieurs anglais quand Renault est arrivé en Formule 1 avec le moteur turbo qui explosait un peu souvent et il surnommait la voiture la théière jaune. Ouais. C'est tout un symbole. Oui, exactement. Ouais, bon, bref. Les Anglais, pour ceux qui ont eu la chance de bosser avec des Anglais, moi j'ai eu longtemps des boss, des managers anglais.
c'est particulier, hein. L'anglais est quelque chose de... Non mais dans le... Venant d'un insulaire, je trouve que c'est très bien de parler des insulaires. Non, parce qu'ils sont très insulaires. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'ils sont très insulaires et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ils avaient gardé, alors à la taille du... Mais mais l'anglais, quand même, il est quand même quelque chose de particulier. Hein. Oui. Alors du coup, Dimeo, il veut nous sortir le GIGN, mais c'est pas une blague, Guillaume. Non, c'est potentiellement une bonne idée pour renforcer la cohésion d'équipe. Quel meilleur symbole de cohésion d'équipe que le GIGN? Alors pourquoi pas Team building. Pourquoi pas. En vrai, on n'est pas au mieux de notre forme. Donc, si c'est. Yannick Noah était venu aider les joueurs du PSG avant la finale de la Coupe des Coupes en 96, ça avait marché. Ouais. Beaucoup ont rigolé. Il aurait pu venir hier aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Oui. Ça a pas marché. Même si elle a eu un impact marginal, bon, peut-être que ça a fonctionné. Encore une fois, on le répète à chaque émission, on sent l'impatience du groupe Renault, on sent l'impatience de Dimeo, mais que ça ne marche pas l'impatience en Formule 1 et que c'est un travail de longue haleine. Bon, bref, on verra d'ici la fin de la saison. Pourtant, le constat après ces derniers Grands Prix, il n'est pas si négatif, Guillaume, pour Alpine en termes de points, même s'il est moins performant que l'année dernière. Tout est relatif, Olivier. C'est-à-dire que si jamais on compare par rapport au début de saison, ouais, c'est pas mal. On a quand même 2 podiums depuis la pause estivale. On a le podium à Zandvoort et on a le podium de la course sprint à Spa. Donc c'est pas mal. Puis il rentre 2 fois dans les points là, c'est pas mal. Et la voiture est régulièrement dans les points. Mais par contre, si on regarde, elle se comporte plutôt bien. Si on prend un peu de recul, c'est quand même largement en dessous des objectifs. Et oui, effectivement, en course, elle est presque au niveau. Elle est devant l'Aston en ce moment et au niveau presque des Mercedes ou Ferrari. Par contre, en qualification, elle est quand même derrière. Parle de trop loin. Elle est presque au niveau, j'ai dit. Par contre, en qualification, elle est derrière. Et quand on démarre 12 et 14, difficile de faire 4-5. Donc on fait 9-10. Allez messieurs, après Gasly, on va s'intéresser à un autre pilote dans l'adversité lui aussi, Daniel Ricciardo. Est-ce que Daniel Ricciardo est-il devenu le chouchou, en tout cas au sein de Red Bull? En tout cas, il est le grand perdant de cette seconde partie de la saison. Hein. Il a été victime d'un accident à Zandvoort, une fracture de la main. Comment ça, le grand perdant? Du métacarpe. Excuse-moi. Attends. Il a pris le lancement, quoi. Non, mais attends, je suis désolé pour l'instant, mais c'est pas un grand perdant. Tu veux en parler? Non, mais c'est pas un grand perdant. Ricciardo, quand il court, il fait de la merde et on le dégage. Et finalement, il revient et il court pas, il se casse le poignet. Tout le monde dit on le veut. Non, mais c'est. Il fait de la merde. Mais comment ça, il fait de la merde? Non, mais c'est. Non, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, ce qui a obligé AlphaTauri de le remplacer au pied levé par un rookie, hein, Liam Lawson, un pilote néerlandais qui a plutôt marqué les esprits, on y reviendra. Donc Ricciardo, Laurent, a loupé 3 Grands Prix, il va louper encore le Grand Prix du Qatar ce week-end. Mais pas d'inquiétude sur son avenir, on le pensait sur la touche. L'écurie italienne, sœur de Red Bull, a annoncé sa titularisation pour la saison prochaine. Quand on connaît la raideur du management de Red Bull, qui écartant son management Gasly, on en a parlé, Albon ou encore De Vries plus récemment. Est-ce que cela vous surprend? Laurent, je t'en prie, lâche-toi. Non, mais alors tu oublies Kvyat, enfin tu vois, c'est comme... C'était mérité. Non, mais c'est une écurie, c'est une écurie qui a quand même... C'est comme des snipers, hein. C'est quand même des snipers, là, les deux, Ekel et Jekyll, c'est-à-dire Horner et Dr Helmut Marko, là. Et j'ai pas fait le geste cette fois-ci. Mais bon, tu vois, c'est quand même c'est quand même une écurie qui est réputée pour flinguer, y compris d'excellents pilotes. Hein. Moi, je découvre un album cette année, tu vois, je me dis, finalement, il s'est évadé du giron Red Bull. Putain, mais la chance, quoi. Le mec, c'est magique. Comment tu interprètes ce séance de calinothérapie de la part de Red Bull? C'est ça. Ils veulent dégommer Pérez. Ils mettent juste la pression à Pérez. C'est juste une signature technique. Ils mettent le feu au cul à Pérez en lui disant, écoute, oui, tu as un contrat pour l'année prochaine, mais tu sais que nous, les contrats, on s'en fout. Soit tu te sors les doigts, soit on te dégage et on te remplace on te remplace. Et en plus, le problème qu'ils avaient à l'époque, c'était Ricciardo lui-même. C'est-à-dire que Ricciardo ne voulait pas entrer en compétition avec Verstappen. Il a préféré fuir que le rencontrer. Aujourd'hui, il a compris que c'était soit il courait avec lui, soit il courait plus. Il est en fin de carrière. Moi, je n'aurais pas interprété comme ça. Hein. Pas fuir, mais c'était la seule solution pour être champion du monde parce qu'il était conscient du favoritisme envers Verstappen. Mais il a dit un gros mot, donc on l'envoie. Hein. Parce que tu veux vraiment qu'on se fasse banner un jour de YouTube. Pendant 2 minutes, tu n'as pas le droit de parler. On a vu qu'il y avait eu, tu en parlais tout à l'heure, des
grosses difficultés, messieurs, vous intervenez, hein, de Ricciardo chez McLaren, qui avait perdu confiance en lui. On a vu pas mal de déclarations de Red Bull rassurantes, qu'effectivement, au début, au simulateur, il avait du mal, les ingénieurs le trouvaient méconnaissable, puis il a retrouvé confiance. Les essais pneus qu'il y a eu à Barcelone il y a quelques mois ont été un super révélateur pour Red Bull, effectivement, où il a claqué le meilleur temps. Il aurait été en pôle avec les pneus de 2024, mais il a été en pôle. Il semblerait que Ricciardo ait retrouvé... Pas en pôle, mais en première ligne. Bon, bref. Et puis, alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Il a décidé de te chatouiller. Oui, mais c'est sûr qu'il n'a pas parlé pendant une minute. Oui, finir par un drapeau. Je ne suis pas l'écran. C'est ça. Est-ce qu'on oublie peut-être un peu vite, Alain, Guillaume, que Ricciardo est aussi un pilote talentueux, je trouve, et extrêmement populaire, notamment sur les réseaux sociaux. Regardez ces chiffres. Lewis Hamilton, ton chouchou, mon cher Laurent, 34,8 millions de followers sur Instagram. Charles Leclerc, numéro 2, 12,3. Verstappen n'est que 3e, 10,5. Et le 4e, c'est une petite Australien, 8,7%. Est-ce que ce n'est pas une raison aussi Millions, pas pourcent. Oui, je suis dans les pourcentages, tu sais, avec les budgets financiers en ce moment, on n'en sort plus. Est-ce qu'il n'est pas super bankable, finalement, Ricciardo, et bien plus qu'un Pérez, par exemple ? Ça peut, le dessous des cartes, on ne le connaît pas. Ce qui est clair, c'est que, comme toujours, quand on commence à miner le moral d'un pilote, pouf, il prend une seconde dans la figure et c'est vite vu, et c'est ce qui se passe à Pérez. Pérez est mort, en fait. Ils l'ont démoli. Psychologiquement, ou il s'est démoli tout seul, mais en tout cas c'est combiné dans les deux. Ils l'ont pas aidé, ils l'ont pas aidé, voilà, comme tu dis. Alors, on s'arrête, justement, de Pérez, on en parle. Est-ce que Sergio est en sursis ? Il n'est pas en sursis, je crois. X, ça veut dire sursis. Je vais utiliser le terme, le terme c'est Walking Dead. Ouais. Voilà. Ouais. Méconnaissable en tout cas. Non, Walking Dead. C'est l'ombre de lui-même, un abandon au Japon, une 8e place au Singapour. Il subit vraiment une humiliation. Non, mais attends, c'est pas l'abandon. Champion du monde. C'est pas l'abandon au Japon qui est honteux. C'est au Japon, je crois que c'est jamais arrivé à un pilote. Alors, c'est jamais arrivé à un pilote avec une voiture de cette qualité. Ce qui s'est passé au Japon, c'est même presque honteux pour la Formule 1. Il est revenu, il est reparti, il a gêné du monde. Non, mais il a sorti 3 personnes. Dont 2 qui ont flingué complètement leur course. Le seul qui s'en a peu près sorti, c'est Hamilton. Il est juste allé dans le gazon, il est re-rentré, mais il est rentré 2 fois au stand. Et ensuite, il a passé 40 minutes à attendre dans son fauteuil pour savoir si le deal qu'ils essayaient de faire avec la FIA pour ne pas le faire ressortir et éviter la pénalité, le Grand Prix suivant. Donc il avait pris 5 secondes de pénalité, il a abandonné. Et en fait, il y avait un risque que ces 5 secondes soient ajoutées finalement au Grand Prix suivant. Ils ont préféré faire le tour, faire les 5 secondes de pénalité. Sur la grille. Et donc tout le monde a perdu. La FIA est passée pour une quiche parce que du coup la pénalité, il a sorti 2 pilotes et la FIA n'a finalement n'avait pas. Non mais je veux dire, ça n'a aucun impact pour lui. Ouais. Ensuite il est resté, et surtout l'humiliation absolue, c'est que Red Bull a été titré donc au Grand Prix du Japon. En constructeur, oui. Constructeur. Finalement, lui, c'est la pire course de la saison, quoi. Ouais. Donc, imagine l'enfer, quoi. L'enfer, c'est la descente aux enfers. Donc, les amis Guillaume, si tu arrives à placer un mot, oui, mon voisin est très loquace. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Mais c'est parce qu'il sait qu'il est proche du red flag. Il se dépêche d'en mettre. Quel est le plan de Red Bull ? Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Est-ce qu'ils veulent garder en réserve Ricciardo, le mettre en meilleure disposition pour l'année prochaine ? Sur Pérez et Ricciardo, déjà, c'est 2 bons pilotes. Il ne faut pas l'oublier. C'est 2 race winners. Il n'y en a pas tant que ça sur la grille. Et Pérez un peu plus sale. C'est deux bons pilotes, c'est des pilotes qui ont gagné des courses, et c'est des pilotes qui n'ont pas perdu leur niveau du jour au lendemain. Par contre, ils ont perdu leur confiance, et je suis d'accord avec Alain, ils ont perdu leur confiance en partie à cause d'eux, parce qu'ils se sont mis trop de pression, parce qu'ils voulaient surperformer par rapport à leurs coéquipiers, et ils ont perdu aussi confiance à cause de leur écurie qui a effectivement souvent favorisé le coéquipier par rapport à eux. Alors maintenant, comment on fait ? Je pense que je suis d'accord avec Laurent quand il dit que Red Bull met la pression à Pérez comme ils le font tout le temps. En vrai, grosse cote, mais pourquoi pas mettre Ricciardo, le laisser comme ça semble être le cas chez AlphaTauri, et garder Lawson au chaud pour potentiellement le mettre chez Red Bull après quelques Grands Prix en 2024 si Pérez ne performe pas. Parce que Lawson, honnêtement, il est assez solide et potentiellement son profil peut-être matcherait mieux avec un Verstappen, il n'irait pas directement le concurrencer, ça restera un peu un rookie que Ricciardo. Donc ça, potentiellement, ça peut être une option pour Red Bull en 2024. Ouais, c'est plutôt la bonne surprise. Lawson, un rookie, dès le premier Grand Prix, il fait un dépassement sur, retardataire, mais dépassement sur Verstappen. Au Japon, où il connaît le circuit, il s'est plutôt bien comporté. Chapeau bas.
Mais par contre, il n'est pas titularisé, lui. Et justement, peut-être qu'il c'est peut-être ça. il a un avenir encore plus prometteur et au moindre faux pas de quelqu'un chez Red Bull. D'un des quatre, enfin d'un des trois, parce que ça sera pas Max. Ouais. Alors la piste, on a évoqué un temps, Alain, la piste Lando Norris qui pourrait aller chez Red Bull au-delà des contrats qui le. Bizarrement, c'est un peu moins épais maintenant. Oui, c'est bizarre. Ouais. Hein. Et puis je suis Lando, j'y vais jamais. Bah oui. Tant Ouais. que Max est là. Encore une fois, moi j'ai du mal à comprendre, c'est autant d'empathie pour Ricardo hein, et autant de peu d'empathie pour Pérez, quoi. C'est fou, quoi. Même si on veut le valoriser. Parce que Ricardo, il a un sourire jusque derrière les oreilles tout le temps, il est sympa. Mais Pérez, comme il tu ramène dis, il a 8 pas un millions de cable au followers. niveau YouTube. Pérez ramène quelques Non, mais billets ce que je pense, c'est que Ouais. exactement, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Pérez derrière lui, il a, je n'arrive jamais à trouver c'est quoi, c'est Opérateur Mextel, Telmex, je sais jamais dans quel ordre c'est, donc qui a été l'homme le plus riche du monde à un moment donné. Hein. Ouais. C'est une famille, c'est pas un seul homme, mais c'est une famille. Et donc c'est aussi beaucoup d'argent, beaucoup de visibilité dans l'Amérique latine et Amérique du Sud. Oui. Donc c'est quelque chose, tu vois, pour Red Bull, tu coches une case. En général. Oui, même mais aux États-Unis. Oui, mais tu coches. est très, très développé. Oui, mais tu coches une grosse case d'un coup. Après, tu as un pilote qui réussit, qui gagne, tu vois, c'est autre chose, tu vois. Donc tu te poses plein de questions. Ouais. Bon. Après, il jouait le titre en début de saison. Quand même, voilà. Non, très bien, non, bravo. Je suis. Il jouait le titre. C'est bien. Jusqu'à la pause estivale. Attends. Il a raison, Guillaume. Jusqu'à la pause estivale. Non, mais un peu avant, mais jusqu'à Miami. Jusqu'à Monaco, je pense. Monaco. Et lors de ma première émission parmi vous, je me rappellerai, c'est un grand moment dans mon existence. C'est un grand moment. J'avais effectivement dit qu'on avait un championnat et que Pérez. Tu te souviens ? Est-ce que tu te souviens ? Oui, je me rappelle très bien. Et que Pérez, en fait, allait peut-être lutter avec Verstappen. L'avenir nous a donné tort. Allez, autre pilote dont les résultats posent question. On va parler bien sûr de Lance Stroll. J'aime beaucoup ce titre, Stroll ou encore, il m'a été un peu inspiré, mais je trouve ça très bien. Alors regardez, 2 abandons d'affilée, regardez ses stats en qualification à Singapour, après un terrible crash qui l'a empêché de participer à la course et un nouvel abandon au Japon. Le crash, il était effrayant. Des statistiques catastrophiques sur 16 Grands Prix, 4 abandons. Il est rentré dans les points qu'à 7 reprises, alors qu'à l'époque, il avait la peut-être deuxième, voire la troisième meilleure voiture du plateau. Hein. Oh, la deuxième. Ouais. Il est rentré dans les points qu'à 7 reprises, ne cumulant que 47 points, loin, mais très loin derrière Fernando Alonso, qui cumule, lui, 174 points. Il lui met carrément 130 points dans la gueule, qui lui, 4e du championnat contre 10e contre le papa de l'écurie. Les amis, s'il n'était pas le fils du patron, on est tous d'accord, à savoir le patron d'Aston Martin, Laurent Stroll, et s'il était dans une écurie là-bas, Landa, il aurait été viré depuis longtemps. Quoi. Depuis longtemps, ah oui. Non, mais imagine s'il fait 130 points, tu vois, il est moins bon qu'Alonso. Tu vois, il est toujours classé une fois derrière Alonso. Ça fait à peu près 120, 130 points. Ça veut dire que l'écurie a 300 points. C'est pas la même chose. Hein. Ah oui, en termes de revenus de droit, non, mais même, tu vois, je veux dire, t'as Mercedes qui vacille et t'as Ferrari qui est pas bien, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et le grand malheur d'Aston, c'est Lance Stroll. Alors, je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce qu'il est pas si maladroit, il est plutôt adroit sous la pluie. Hein. Ouais. On se souvient de sa pole position au Grand Prix de Turquie. Il a quand même cumulé 3 podiums, et parfois des podiums avant Aston Martin, avec une voiture qui n'avait pas forcément les conditions pour les avoir. 136 courses, ça commence à faire beaucoup. Il était champion d'Italie de Formule 4, champion d'Europe de Formule 3. Et puis, alors selon l'écurie, selon Aston Martin, l'écart entre ça me fait rigoler, entre Alonso et Stroll ne serait que de 0,3 secondes. C'est beaucoup. Et 130 points. Mais c'est beaucoup. Elle n'est que de 0,3 secondes. Et 130 points. Alors, c'est juste. Hein. C'est énorme, 3 dixièmes. Et moi, j'aimerais bien défendre Lance Stroll parce que c'est quelqu'un qui peut parfois être sympathique. Parfois. Mais il est plus sympa que comment il s'appelait celui qui était chez As. Mazepin, hein. Oui, mais c'est un style. Lance Stroll, c'est un style en fait. C'est comme les deux extrêmes. Hein. Mais malheureusement, en fait, il est en difficulté. Et il y avait quelques pilotes qui étaient en difficulté à la trêve estivale. Il y avait lui, il y avait le Sargent chez Williams. Et en fait, c'est des mecs, on attendait de savoir s'ils pouvaient combler un peu le gap et malgré la pression. Franchement, à la fois l'un à l'autre, ils n'y arrivent pas, quoi. Alors, il y avait De Vries aussi, mais il a fait un refus de priorité. Et d'ailleurs, Pérez, pareil. Et c'est dur d'être cause de riche en Formule 1.
Rappelons-nous Latifi. Radio Tchèque, on est tous là. Attends. Vas-y, reprends, voilà. Et il est dur d'être gosse de riche en F1. Hein, regarde Latifi. Par contre, je préférais Latifi parce que lui, il nous rebattait les cartes. Ah oui, c'est magnifique. lui, il y en a qu'un qui n'aime pas du tout Latifi, je ne sais pas pourquoi, mais en dehors de ça, non mais c'est incroyable. Je ne vois pas de qui tu parles. Ça après. Alors que devrait faire Aston Martin avec Lance Stroll? Il faut le virer. Je voudrais ajouter un truc un peu intelligent pour une fois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le budget cap a rendu avant, tu avais des pilotes payants, des Latifi, des Mazepin, tout ça. Aujourd'hui, le budget cap, tu t'en fous un peu plus des pilotes payants parce que si tu te débrouilles bien, tu arrives à le boucler un budget. Quel rapport avec Avant, tu avais des budgets à 800 millions. Mais quel rapport 400 avec millions. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu vas te rendre compte. J'essaie de comprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau des pilotes est excellent. Et d'ailleurs, la grille, elle s'est vachement resserrée. Avant, tu avais ces 120 pilotes. points d'écart, c'est excellent. Non, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que sur les 20 pilotes, avant, tu avais des gars qui étaient vraiment mauvais parce que c'était des pilotes payants. Aujourd'hui, en réduisant le budget cap, tu as un niveau moyen des pilotes. Tu n'as plus besoin de te payer des mauvais. Tu n'as plus besoin de te payer un Latifi. D'accord. Par contre, ça veut dire qu'il perd des revenus chaque fois qu'il marque ça veut dire aussi que quand tu es un pilote type payant, type Stroll, mais tu n'as plus ta place là. Parce que le niveau moyen est atrocement monté. Tu n'as plus que la crème de la crème. Là où avant, tu t'en foutais, tu savais qu'il y avait 20% ou 30% des pilotes qui étaient des pilotes payants, donc mauvais. Ouais. Aujourd'hui, tu ne peux plus avoir ça. C'est juste, mais juste pour défendre aussi un peu la Regarde de Vries, c'est ce qu'on avait fait aussi avec Ricciardo avant et Pérez. La voiture, le développement, l'écurie est vraiment très très concentré sur Alonso. Et je pense que ça pénalise un peu Lance Stroll qui souffre de la comparaison. Mais si, je pense que s'il n'y a pas Alonso en face, c'est normal de mettre tous les moyens sur celui qui tire l'écurie vers le haut. Sincèrement, je suis d'accord. Et avec Laurent et avec Guillaume. Parce que se taper Alonso dans une écurie, c'est compliqué. Non, mais de là. Voilà. Et tu as entièrement raison à propos du truc du budget cap, le niveau des pilotes pour résister. Il n'y a qu'à voir certains grands prix où tu regardes la totalité de la grille, tu te dis, mais attends. Mais ouais, ils doivent tous être très bons. Il y a plus les mauvais comme on a, les très mauvais, les Mazepin, les machins comme on avait avant, quoi. Du coup, Aston Martin, étant donné qu'il y a un seul pilote qui marque des points, se retrouve 4e au championnat après avoir flirté avec la 2e place pour la 3e place. Et puis, il n'est pas certain, Aston Martin, de conserver sa place d'ici la fin de la saison. Il reste 6 courses à disputer. Il n'y a plus que 41 points d'écart entre Aston et McLaren. Rien que lors du Grand Prix du Japon, l'écurie de Woking a engrangé 33 points contre 4 pour Alonso. Donc ça, c'est dur. C'est dur, les amis. C'est le grand drame de Aston. C'est-à-dire que non seulement ils perdent beaucoup ils vont perdre beaucoup d'argent à cause du Fistrol. Hein. Peut-être qu'Alpine va aussi repasser devant. Qui sait? Non, ça, je ne crois pas. Je crois pas, non. Dommage. Allez, on s'arrête un instant sur une breaking news, les amis, avec Andretti en F1. Breaking news, la FIA a approuvé la candidature d'Andretti en vue d'une place sur la grille en Formule 1. Alors je te rassure, le doyen de cette émission... C'est pas pour remplacer Ferrari, j'ai compris. Non, c'est pas pour non, le papa Andretti, Mario ne revient pas en Formule 1. C'est son fils qui va revenir, mais sur la grille avec une écurie. En tant que patron d'écurie. En 2026. Et effectivement, on parle uniquement d'une décision de la Fédération internationale automobile, pas de la FOM, hein, de savoir... de Liberty Media et des écuries. Qu'est-ce qu'on sait, Laurent, de cette potentielle future écurie? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que Andretti essaye de revenir depuis longtemps. Okay. La meilleure manière, ça serait le rachat d'une écurie. Et apparemment, ça marche pas. La seule écurie... Trop cher, peut-être. Non, je crois pas que... Non, parce que là, il va devoir cramer 200 millions entre 100 et 200 millions, juste pour dire aux autres, les gars, laissez-moi venir, je vous donne à chacun un chèque entre 10 et 20 millions, juste pour que vous me laissiez rentrer. Il y a de bons partenaires. Oui, donc en fait, il y a Cadillac, le groupe, enfin, il y aurait Cadillac et avec General Motors. Il y a Cadillac avec General Motors derrière. Donc ça serait une écurie 100% américaine, basée aux États-Unis et a priori au Royaume-Uni, parce qu'il y a quand même la F1 Valley aux États-Unis. Ça voudrait dire 22 pilotes, ça veut dire 11 écuries. Maintenant, il faut convaincre les autres. C'est-à-dire, il faut convaincre et Liberty Media et les 10 autres écuries qui, eux, sont totalement opposés à ça. Hein, totalement. Pas tous. Non, pas tous. Il y aurait un allié potentiel, Guillaume.
Ouais, c'est un peu honteux, on n'en sait rien, c'est trop préliminaire. Mais je pense que ça va marcher. Parce non, mais on parle d'Alpine comme fournisseur du moteur, parce qu'on sait qu'Alpine a besoin d'écuries partenaires pour fiabiliser son moteur. Une seule écurie seule, c'est difficile. Après, avant de parler de ça, c'est peut-être est-ce qu'ils vont avoir l'accord. Et je pense qu'autant Liberty Media, ils vont accepter parce qu'il y a un sujet marketing aux États-Unis. Autant les autres écuries, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il faut partager le gâteau avec une autre écurie, c'est un peu plus compliqué. Alors pourquoi ne pas simplement, on parlait d'écuries américaines, on sait l'importance des États-Unis de plus en plus avec 2 grands prix. On aura dans 15 jours le Grand Prix du Texas suivi ce qui s'annonce énorme, le Grand Prix de Las Vegas. Pourquoi ne pas tout simplement racheter Haas qui végète en F1 ? Il ne fait pas grand-chose aujourd'hui, messieurs. Ouais, dont le papé commence à se désespérer. Ouais. Enfin, qu'il soit énervé. Après tout, voilà, on n'en parle plus. On peut plus. Ginas, il en peut plus, mais je pense que Ginas, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est un compétiteur américain, et dans les compétiteurs américains, il s'est retrouvé historiquement parfois face à Andretti. Oui, tu as raison. Et donc en fait, je pense qu'il y a une histoire de territoire. Il y a une histoire. Tu vois, si c'était intelligent, il dirait, on fait une équipe. Non, mais on fait une équipe Haas Andretti, quoi. Ouais. Et on est l'équipe américaine. On a une expertise là, nous deux qui est fantastique. Je crois que il y a une rancœur. Il y a quelque chose derrière. Je le connais pas perso. Je la connais pas perso, je les ai jamais vus se mettre des coups de poing sur la gueule sur une piste, mais je pense qu'il y a quelque chose, parce que sinon ça serait sur le plus de sens. Oui, moi-même s'associer, je pense que... Oui, c'est ça, une joint venture, c'est ce que je dis. Tu fais une écurie à Andretti. Tu sais, moi je suis un petit peu... Voilà. Oui, je sais, tu es un peu lent. Un peu sourd de l'oreille. Il hurle en plateau. Il hurle en plateau si j'ai la tête au carré. Allez, assez débattu sur la F1, maintenant on va jouer un petit peu. Elles sont là les fiches. Elles sont là, les fiches du quiz F1. Vous connaissez la formule 4 questions, une réponse dès la première, vous rapportez 4 points, 3 points, seconde, etc. Oui, c'est quoi le problème ? Rien. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais tout va bien. D'abord, c'est le quiz F1. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? On va lancer peut-être le petit décompte. On parlait d'un pilote. C'est parti. J'ai commencé ma carrière en kart en portant le nom de jeune fille de ma mère. Le nom de jeune fille, c'est important. De ma mère. Ah, il faut prendre des risques. Qui c'est qui avec sa mère, qui avec son père ? Pourquoi il a besoin dit-il de cacher le nom de son père ? Parce que son père était connu. Eh ben oui. Et je pense pas que ce soit Schumacher. Je ne donne pas d'indice. J'ai remporté le championnat de Formule 3 en 2018 et de Formule 2 en 2020. 2020 ? Ouais. Piastri ? Non. J'ai fait mes débuts en Formule 1 en 2021 avec l'équipe Haas. Schumacher ? Ben oui, mais il fallait répondre. 2 points pour monsieur Laurent Pantalach. C'était évidemment Mick Schumacher. Et la dernière info était, je partage le même prénom que mon père, légende de la Formule 1, Mick, comme Michael. Ouais. Le regretté Michael Schumacher, qu'on regrette. Qu'on regrette. On n'a pas de feu, mais bon, ok. Non, on regrette de ne pas le voir sur les Grands Prix. Un pilote. Attention, il faut rattraper le retard. J'ai commencé ma carrière au sein de l'écurie Manor. Eh ben oui. Ok. J'ai par la suite été recruté par Force India. Manor. Perez. Non, Perez n'a pas commencé chez Manor. Il a commencé chez Sauber. J'ai remporté ma première victoire en Formule 1 en Grand Prix de Hongrie en 2021. Ocon. Eh ben oui. Il revient du diable au vert, 2 points. La régie, ça fait bien 2 points chacun. Hein. Oui, c'est ça. Encore un pilote. Attention. Non. Mon père. Hein, fais pas. Donc, j'ai été victime d'un spectaculaire accident au départ du Grand Prix de Silverstone en 2022. Guanyu Zhou. Et là, mais là, je veux dire. La respect. Guanyu, effectivement. Très impressionnant. J'ai vu une reconstitution du crash de la voiture qui finit sur le dos, hein. Sur le toit. J'étais associé à l'équipe Alpine en tant que pilote d'essai et de réserve. Voilà. C'est pour ça que Je suis le premier pilote chinois à obtenir un volant en Formule 1. Je cours pour l'écurie Alfa Romeo aujourd'hui. Et ça nous fait combien, Régie ? 6-2. De toute façon, c'est Guillaume qui gagne. On le sait, dès qu'il a, c'est lui qui gagne. Donc. Allez, lui là, Eric Pala, c'est sûr que c'est lui qui gagne. Ouais. Allez, un directeur d'écurie. Prendre des risques. Hein.
Mais méfiez-vous, il y a un piège. Un directeur d'écurie autrichien. Niki Lauda. Directeur écurie. Ah, qu'est-ce qu'il lui prend d'aller sortir Niki Lauda? Bon, ouais, oui, enfin, bon, bah. Oui. J'ai joué un rôle crucial Bah, c'est dans le développement des jeunes talents pour Red Bull Racing. Dr Helmut Marko. Un directeur d'écurie, mais tu as répondu qu'il y a pas, c'est pas un directeur. Red Bull Racing. Je vais prendre. Christian Horner. Je vais prendre ma retraite à la fin de la saison Eh, on 2023. n'a pas compris la question. On n'a Je pas vais- compris la question. Un directeur d'écurie Oui. autrichien. Oui. Je vais prendre ma retraite à la fin de la saison 2023. Gunther Steiner. Ouais. Non, Ah bon. Voilà, je sais plus. mon écurie est basée en Italie. AlphaTauri, le truc ouais, d'AlphaTauri. ouais, ouais. France Das. ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tout à fait. On a vraiment été mauvais. Ah, Ah, vous êtes Vraiment petit été bras. très hein. mauvais. ouais. On a vraiment été très mauvais. Alors, C'est pas celui-là, qu'il- J'étais pas qu'il déconcentré était- par Laurent qui arrêtait pas de bafouiller. Ouais, de gesticuler. Je savais pas qu'il Non, était. mais il vous Je savais pas déconcentre. qu'il- je savais pas qu'il était autrichien. Je savais pas qu'il était Il est autrichien. T'as vu sa tactique, hein, quand oui. il sait qu'il a perdu, il Quand continue il à tape sur la table, gesticuler pas très italien, hein. pour Bon. nous perturber. Un autre patron d'écurie, je précise un patron d'écurie. J'ai longtemps été le bras droit de Ron Dennis. Max Mosley. Non. Ron Dennis. Alors moi j'ai Mosley, McLaren, quelqu'un, mais j'ose ça va. je- Non. je le tente. Et répète un peu là. J'ai longtemps Non, été mais la question c'est que. un patron d'écurie. Patron d'écurie. C'était le directeur général de cette écurie, là, je vous mets sur la voie. Avant Eric. Ouais. J'ai longtemps été le bras droit de Ron Dennis. Oui, je le vois sa tête en plus, cheveux noirs, gentil. J'ai succédé à Ron Dennis à la tête de McLaren. Whitmarsh. Martin Whitmarsh, oui, magnifique, Mais good je pensais à job. lui la question avant. Hein. Mais non. Voilà. Solide. Ouais, Alain revient dans la course. Donc, sous ma direction, l'écurie a remporté Bah oui. plusieurs victoires, de nombreuses victoires, notamment avec Hamilton et Jason Button, mais pas de championnat. On lui a été reproché à l'époque, mais c'est bien mieux qu'aujourd'hui, croyez-moi. Et je suis à la tête aujourd'hui de la meilleure écurie du plateau, à savoir Aston Martin, bien sûr. Voilà, la boucle est bouclée. Allez, ça fait combien là au score? Laurent 2, Guillaume 6, Alain 3. Donc, Alain peut encore gagner s'il répond à la première question. Jusqu'au Guillaume. Sinon, ça va être chaud pour les autres. C'est une écurie. Alors, là, attention. Je fus l'un des premiers constructeurs présents en Formule 1 en 1950. Alfa Romeo. Alfa Romeo, magnifique, magnifique, incroyable. Et il remporte. Ce quiz est fin, c'est énorme. Bravo, monsieur Du Dancamille. diable Vauvert. Du diable Vauvert. Ah, j'ai remporté à 2 reprises le championnat du monde de F1. C'était, aidez-moi, Une fois avec Fangio. Fangio et l'autre fois Et avec. l'autre fois avec. Pas Ascari, hein. Non. Non. Ah, non. Bon, bref, c'est pas grave. Et je me suis retiré de la F1 en 85 pour revenir en 2022. Et le dernier indice, c'était Quadrifoglio, c'est ça, le tout à trèfle à fait, 4 feuilles, ouais. qui était le symbole. Écoutez, je suis esbody par tant de talent, monsieur Dancamille. Mais c'est gentil de poser des questions de ma génération. Mais oui, non, mais c'était sur mesure. On va dire encore que je triche, mais c'est pas vrai. Bravo. Allez, on passe au prono du Grand Prix du Qatar. Les pronos du Grand Prix du Qatar, Laurent, tu passes ton tour, hein, comme tu seras à l'étranger le week-end prochain. Non, je serai à Tu l'étranger. peux pas regarder le Grand Prix. Non, je suis à l'étranger, mais je vais les regarder grâce à notre partenaire NordVPN. Comme toi la dernière fois, Ouais. je vais regarder, Non, je c'est vais me parce que ça connecter marchait pas. et je vais me connecter. Et je pense même me connecter en Belgique parce que Eric m'a dit regarde les commentaires belges, le commentateur belge est génial. Notre ami Et donc en fait, voilà. Gaëtan Vigneron. Gaëtan Vigneron. quoi, Gaëtan en fait. Vigneron. Et donc en fait, je vais me connecter. Et puis voilà, donc nordvpn.com/ORLF1 et prenez un abonnement comme moi, c'est 3 € par mois. Et en plus, et ceux que ça intéresse pour regarder ce que vous êtes en train de regarder sur l'endroit où vous le regardez sans pub, envoyez-moi un message en message direct. J'ai un bon plan pour vous en plus. Allez, avant de miser sur le Grand Prix du Qatar, retour sur nos pronos du Grand Prix du Japon. Quels sont vos pronos cette semaine, les amis du Grand Prix du Japon? Est-ce que vous voyez Red Bull revenir du diable au vert et reprendre la domination? Oui, la réponse est oui. Verstappen, Hamilton, Russell. Pas de Ferrari? Non. Mon père. Moi, je dirais Verstappen, Lando et Charles. Monsieur le maire, Pépone. Verstappen, Charles et Sainz. Eric, prends des risques.
Et je dirais Verstappen aussi. Je vais mettre Lewis et Charles. Donc on est tous d'accord, mais moi aussi, que Verstappen va reprendre le lead. Donc je mets Verstappen, deuxième, Norris, troisième, Piastri. Le podium, Guillaume, s'il te plaît, de ce dernier Grand Prix. Verstappen qui a devancé les deux McLaren, celle de Norris et celle de Piastri. Bravo Olivier. Bravo messieurs, parce que attends, tu en as 2 sur 3. Ouais, non, Il s'est inspiré. Non, moi j'ai eu dans l'ordre, s'il vous plaît. Lui, il a eu dans le désordre et il a eu 1 sur 3. Donc non, 2 sur 3. 2 sur 3. Et dans l'ordre. Donc n'hésitez pas à suivre nos pronostics. Allez, les pronos, on va commencer pour le Grand Prix du Qatar. On va commencer par Guillaume. Alors, je vais mettre en 1 Verstappen, en 2 Carlos Sainz et en 3 Lando Norris. D'accord. Laurent. Verstappen, Lewis, Norris. Ah, tu recommences. Ouais, Alain. Et moi, je recommence comme la fois dernière. Ouais. Même truc. Ouais. Leclerc, du diable au vœu vert. Verstappen, Lando, Charles. Et moi, je vais reprendre le même pronostic que Laurent. Il a copié sur moi. À savoir Verstappen, Hamilton et Norris. Tu es bon en règle générale quand tu ne mets pas Alonso, c'est marrant. Hein. Ouais. Enfin bon. Allez, je vais changer. Je vais faire différent. Verstappen, Norris, Hamilton. Ça, c'est plus consistant. On verra. Rendez-vous. Vous avez la foi en Mercedes, Ferrari. On sent que vous êtes aveuglés par vos amours pour cette Allez, c'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Les amis, on se retrouve dans 2 semaines, juste avant le Grand Prix du Texas. On a hâte. On refait la F1. C'est le jeudi soir, chaque semaine d'un Grand Prix. Soyez au rendez-vous. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner. Bon sang à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce très important. Et n'oubliez pas la promo avec notre sponsor. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Salut!